avec vous sur le thème du handicap invisible et sur ses conséquences dans le parcours de vie, comme vous pouvez le voir là sur la page en fait. Donc, normalement, j'aurais dû être accompagnée de Claire Cécile qui attend un heureux événement et c'est la raison pour laquelle elle ne sera pas des nôtres aujourd'hui, mais elle est présente avec nous par la pensée. Voilà. Alors, concrètement, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On va commencer par revenir sur la définition du handicap invisible. De quoi parle-t-on exactement? Donc, de ses conséquences dans le parcours de vie, qui est le thème du topo. Ensuite, une des questions clés qui se pose régulièrement, c'est la question de savoir si il est intéressant ou nécessaire de sortir de l'invisibilité et enfin proposer quelques pistes d'action pour voir comment agir face à cette situation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, quand on évoque le terme handicap invisible, de quoi parle-t-on? Alors, on parle avant tout de handicap. Vous le savez tous, mais quand même, on va revenir sur ce qu'est le handicap. En fait, le mot handicap vient d'un terme anglais, hand in cap, qui signifie la main dans le chapeau, et qui était une expression en fait qui vient des forts irlandaises au XIVe siècle, ou selon les sources, d'un jeu de hasard anglais. En tout cas, l'idée, c'est que il fallait s'assurer de l'équivalence des lots pour assurer l'égalité des chances entre les joueurs. Alors ensuite, ce terme s'est appliqué dans le domaine hippique pour désigner la volonté d'imposer des difficultés supplémentaires aux meilleurs, afin, encore une fois, de rétablir l'égalité des chances entre les concurrents. Donc on limitait volontairement les capacités de certains joueurs pour compenser un avantage naturel. Et puis, finalement, au XXe siècle, le mot trouve définitivement sa place dans le vocabulaire médical et se définit non plus comme une tare volontaire imposée par l'homme, mais en fait plus comme une infirmité qui est subie, imposée par l'ordre naturel, et donc qui va traduire en fait une situation négative. Voilà. Si on reprend les définitions officielles du handicap, en commençant par celle de l'OMS, le handicap se définit comme la conséquence d'une incapacité, c'est-à-dire la réduction de la capacité à accomplir une activité, survenue à la suite d'une déficience, c'est-à-dire une anomalie structurelle ou fonctionnelle, et qui rend difficile l'accomplissement des rôles attendus par la personne et par la société. Donc, vous voyez, c'est les mots-clés, donc c'est incapacité, déficience et rôle attendu, mais on est ensuite arrivé à mettre en valeur beaucoup plus le rôle joué par l'environnement, en se rendant compte que ce qui crée finalement la situation de handicap, c'est bien l'environnement inadapté et non plus la déficience en elle-même. D'où une évolution, en fait, à partir de 2002, où on va mettre l'accent donc sur la situation de handicap plus que sur le handicap, en marquant la discordance entre les performances de l'individu et les attentes de l'extérieur et de la personne. Donc maintenant, il va y avoir 3 éléments clés qui sont le corps, les activités, mais aussi la participation. Donc avec un accent donc, mis sur le contexte social et les causes directes produites par l'environnement. Voilà, donc on en arrive à notre définition du handicap, qui a été officialisée en France par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, et qui désigne en fait l'incapacité d'une personne à vivre et agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales, sensorielles, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà pour la notion de handicap. Maintenant, on va se poser sur la notion d'invalidité, d'invisibilité, pardon. À partir du fait, voilà. Alors, de quoi parle-t-on? En fait, on parle d'invisibilité par opposition à ce qui est le handicap dit visible. Donc, c'est un handicap qui est peu remarquable
non perceptibles, mais avec la notion de premier abord. C'est-à-dire que ce sont des comportements qui sont à première vue normaux et anodins. Prenons l'exemple d'un coup de fatigue, de se sentir essoufflé, de ressentir des fourmillements dans les membres. Ces comportements peuvent ne pas être spécifiques et nous pouvons tous les vivre à un moment ou à un autre de notre vie. Mais finalement, leurs conséquences vont être bien réelles et c'est de par leur fréquence ou leur intensité qui vont devenir handicapants. Par exemple, si la fatigue amène à devoir faire des pauses répétées qui vont avoir un impact sur la performance, sur l'efficience. Ou l'essoufflement, si concrètement ça va conduire à, par exemple, l'incapacité de monter un escalier. Les fourmillements, si ça procure des douleurs insupportables ou l'incapacité de rester longtemps debout. Ce sont donc vraiment des choses que auxquelles tout un chacun on peut être confronté, mais dont la récurrence ou l'intensité va amener une gêne qui peut être vraiment très difficile à vivre et toujours imperceptible. À partir de là, on va se poser une première question, à savoir pour qui le handicap est-il invisible finalement? Parce que depuis le début, en fait, on met l'accent sur l'environnement, mais également sur la personne. Donc, est-ce que c'est pour l'entourage ou est-ce que c'est pour la personne elle-même? Et on va introduire la notion de double peine à partir de l'idée que le handicap invisible va influer insidieusement sur la relation au monde, mais aussi à soi-même. Donc, un handicap invisible pour soi. C'est-à-dire, le handicap peut être invisible lorsqu'on n'en a pas pleinement conscience, voire pas conscience du tout, ou soit du handicap, de sa présence ou de son degré. Et là, on a deux types de situations. L'anosognosie, qui est en fait une atteinte cérébrale, qui génère une difficulté, voire une impossibilité d'avoir conscience des troubles. Donc, et d'autre part, un mécanisme psychique d'une défense, de déni ou de minimisation, de banalisation par rapport à la situation vécue. Ensuite, le handicap peut être invisible pour les autres. Et là, on en arrive à un point clé qui est en fait la discordance entre le vécu du patient et ce qu'il donne à voir, c'est-à-dire la représentation que va avoir son interlocuteur de lui-même. Cette discordance va conduire à l'incompréhension, c'est-à-dire qu'il va y avoir finalement pas de perméabilité entre le patient et son interlocuteur, et ce qui peut amener à un risque d'isolement et surtout à un besoin de reconnaissance. Et l'autre va être régulièrement mis en position de jugement, ce qui amène souvent des interpellations du type « bon, écoute, ça va, tu peux arrêter ton cinéma, ou bien tu pourrais quand même faire des efforts ». C'est aussi quelque chose qui est très présent autour des situations de fatigue, qui amènent vraiment des difficultés auprès de l'entourage, avec en plus un agacement autour de la récurrence du comportement. Donc voilà, on se rend compte donc que dans cette question du handicap invisible, le problème n'est finalement pas tant comme dans le cadre du handicap visible, la question du regard qui est posé par les autres, mais bien avant tout, c'est le problème de l'interprétation de la situation. Donc, à partir de ces notions-là, on va être amené à distinguer ce qui est du registre d'un handicap caché, ce qui peut venir marquer en fait un sentiment de honte ou de menace, c'est-à-dire le handicap que l'on cache, c'est
ça manifeste la nécessité de se protéger. Le handicap négligé, qui va être par exemple présent dans le cadre de la nosognosie ou de... voilà, c'est un handicap qui peut être nommé, reconnu, mais en fait on va lui accorder peu de valeur. Il est minimisé. Je me suis trompée en parlant de la nosognosie, là c'est plutôt le handicap qui est dans les mécanismes psychiques de refus, de déni ou de minimisation. Et puis le handicap invisible, c'est celui qui ne se voit pas, mais qui existe pourtant bien, qui est réel et qui a des implications importantes au plan interpersonnel. C'est très important. Ouais. Donc, on en arrive à notre définition du handicap invisible. C'est une limitation durable donc des possibilités, une altération significative de la qualité de vie. Ça, c'est la partie handicap qui prime dans cet aspect de la définition. Et pour la partie invisible, c'est le fait que l'entourage ne puisse pas aisément comprendre qu'il s'agit bien d'un handicap, ce qui conduit à des incompréhensions et à des jugements. Et ça, c'est vraiment le point clé de la question de l'invisibilité dans le handicap. Ce sont des situations, par exemple, auxquelles on est confronté si on est amené à se garer sur une place de stationnement handicapée et que l'on sort de la voiture sur ses deux jambes, on peut subir le regard désapprobateur d'un passant. Ou à la caisse d'un supermarché, lorsqu'on est amené à sortir sa carte de priorité, alors que rien ne montre que l'on est, par exemple, porteur d'une maladie chronique. Ou alors, dans le cadre du travail, si l'employeur si on a un fauteuil, par exemple, qui est particulier, plus large, plus confortable, sans qu'on puisse savoir qu'on souffre de douleurs chroniques qui amènent à l'achat de ce type de matériel. Et à ce moment-là, ça peut susciter la jalousie et l'envie des collègues. Alors, voilà. Alors, pour les caractéristiques, en fait, du handicap invisible, on va maintenant aborder la question de sa fréquence, la manière dont il s'exprime, et également de sa récurrence dans la vie des personnes qui sont touchées. Alors, ces situations, nous ne les voyons pas facilement, nous ne les voyons pas au premier abord, et pourtant, ce sont les situations du handicap de loin les plus nombreuses, puisque apparemment, plus de 80% des handicaps déclarés sont considérés comme invisibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on exclut les troubles moteurs ou certains troubles sensoriels aisément détectables de par les aides techniques qu'ils impliquent, comme un fauteuil, une pointe blanche, finalement, quasi toutes les autres situations de handicap peuvent être qualifiées d'invisibles. C'est donc étonnant que la représentation communément partagée sur la situation de handicap accorde encore autant d'importance au handicap visible. Et c'est important, on va donc voir de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir modifier ensemble cette représentation. Voilà, donc on n'a pas un, mais bien des handicaps invisibles, et ce terme unique recouvre une grande variété de situations et de vécus. Je vais vous présenter un cas clinique pour illustrer cette situation. Le cas de M. M, qui est un jeune retraité de 60 ans atteint de maladie de Parkinson, qui a été diagnostiqué 10 ans plus tôt et qui est très fluctuant. Quand il est ce qu'on appelle en on, en fait, il n'a quasi aucun symptôme visible de sa maladie, mais il souffre d'un syndrome hyperdopaminergique qui va se traduire notamment par une tendance à des jeux, en particulier des jeux d'argent, qui deviennent progressivement très pathologiques chez lui. Et quand il est dans ces moments-là, il lui arrive de s'échapper de son domicile
pour faire des escapades, par exemple, vers le casino de Deauville, où il joue intensivement jusqu'à ce qu'il retombe en off, complètement bloqué. À ce moment-là, il appelle sa femme qui vient le chercher et ça génère évidemment des disputes, ou alors il lui arrive de devoir être rapatrié. Donc en fait, ça va se traduire chez lui par des mises en danger importantes. Pour arriver à toute vitesse, pour profiter de la période de on, il va avoir une conduite automobile extrêmement risquée. Il va mettre en jeu des sommes colossales et son épouse lui en veut terriblement. Au final, pour un symptôme qui est à ce moment-là invisible et qui est induit par une pathologie sous-jacente, on voit que toute sa vie peut en être bouleversée. Un autre exemple, le cas de M. N et de Mme B, qui sont tous les deux âgés d'une cinquantaine d'années, tous les deux ont une sclérose en plaques. M. N n'a aucun symptôme visible de sa maladie, il souffre essentiellement de fatigue et d'incontinence urinaire qui parvenait à gérer jusqu'à présent pas trop mal, mais depuis peu, il lui est arrivé d'avoir des épisodes d'incontinence fécale. Lui, il est passionné par l'aéronautique, il fait du planeur. Et Madame B, elle a une incontinence urinaire sévère avec plusieurs sondages par jour, mais qui deviennent de plus en plus pénibles. Elle aime beaucoup aller au théâtre, sortir. Alors c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas la bonne période, mais c'est ce qu'elle faisait jusqu'à peu. Finalement, pour eux deux, qu'il y ait présence ou pas de handicap moteur, mais ce qui est le plus gênant dans leur vie, ce qui va vraiment les empêcher de pouvoir poursuivre leur chemin sereinement, ce sont les troubles vésico-sphinctériens. Et ces troubles vont avoir un impact sur l'estime qu'ils ont pour eux-mêmes, avec un sentiment de honte, notamment au moment des épisodes d'incontinence fécale pour Monsieur N. Une forte anticipation anxieuse, c'est-à-dire avoir à la fois peur de se trouver dans une situation extrêmement humiliante et puis aussi d'avoir à demander de l'aide dans ces moments-là. Et globalement, pour tous les deux, ils ont diminué en fait tout ce qui faisait le sel de leur vie, en sortant beaucoup moins, raccourcissant la durée, le temps pour d'éloignement de leur domicile, en portant systématiquement un change et devant parfois expliquer pourquoi ils se trimballent avec une petite valise. Et donc, concrètement, ça va se traduire par de l'isolement et du repli sur eux. Voilà. Donc, le handicap invisible, c'est des troubles extrêmement divers. Il va s'exprimer de manière très variée. Historiquement, on a parlé de handicap invisible à partir du handicap cognitif. C'est un terme qui est apparu pour parler des répercussions qu'avait le trauma crânien. Et à ce moment-là, donc on est par handicap cognitif, on entend notamment des troubles de la mémoire et de l'apprentissage, des troubles attentionnels, comme la difficulté à faire plusieurs choses à la fois, des troubles de la compréhension, le fait de ne pas percevoir des sous-entendus, des second degrés, ou bien un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, avec un décalage entre le moment où l'interlocuteur parle et le moment où on répond, la difficulté à prendre des initiatives. Donc, ce handicap cognitif prend une grande place dans la sphère des handicaps invisibles. Mais aujourd'hui, on va prendre en compte de nombreux autres handicaps. Je vous les ai indiqués, mais évidemment, peut-être que ma liste là n'est pas totalement complète. On parle notamment de handicaps mentaux, toutes les notions de déficience, par exemple, de handicap psychique, incluant les troubles du comportement, des troubles de la personnalité, des troubles de l'humeur, on y reviendra après, par troubles de l'humeur, notamment la bipolarité, la dépression, l'anxiété, dans le trouble de la personnalité, on peut parler de la schizophrénie, un trouble du comportement, certains comportements d'apathie ou d'hyperactivité.
Alors, les maladies invalidantes sont également une sphère importante dans ce champ-là, avec, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Donc, la sclérose en plaques, l'épilepsie, les AVC, les traumas crâniens, les cancers, diabète, asthme, allergies, cardiopathie, j'en passe. Dans les troubles musculo-squelettiques, notamment tout ce qui est tout autour des douleurs, donc lombalgie, tendinite, les troubles 10, dyspraxie, dysphasie, dyslexie, troubles de la communication, les troubles digestifs, les troubles vésico-sphinctériens, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les handicaps sensoriels, les déficiences visuelles, auditives, du goût, de l'odorat, bref, énormément, et c'est pourquoi on en arrive à cette proportion de 80% de troubles invisibles dans l'ensemble des handicaps déclarés. Il y a aussi un autre point qu'il faut préciser, c'est la notion de la fréquence, parce que le handicap n'est pas nécessairement quelque chose de stable, et les situations auxquelles les personnes sont confrontées peuvent être de passagères, une crise aiguë, un handicap intermittent, à régulière, finalement un handicap qui apparaît de manière récurrente, comme dans les migraines, dans la sclérose en plaques en phase limitante. Et ça peut également être des situations chroniques, dans le cas d'un handicap permanent, par exemple dans les séquelles stabilisées d'un AVC. Donc les points clés pour cette question, c'est que la gêne, elle est réelle, qu'elle couvre une grande hétérogénéité de manifestations avec des troubles différents, des intensités différentes, des fréquences différentes, des durées différentes. Et que ces gènes hétérogènes vont aboutir à une incompréhension de l'entourage qui ne décrypte pas ou qui ne décrypte pas à temps le vécu de la personne qui est confrontée. On en arrive donc à une situation paradoxale qui est que pour les personnes atteintes de ce genre de handicap, le comble est d'en venir parfois à regretter qu'il ne soit pas plus visible. Et c'est vrai, moi j'ai été amenée à m'occuper de nombreux patients atteints de sclérose en plaques, et c'est vraiment un thème qui revient régulièrement, de dire qu'au moins quand le handicap est visible, on n'est pas confronté à ces situations d'incompréhension, de rejet ou de critique. Et ces situations vont impliquer la nécessité de clarification et le besoin de justification qui deviennent extrêmement pénibles en s'ajoutant à la gêne réelle déjà vécue par la personne. Voilà pour cette question de la clarification du handicap invisible. Est-ce que je poursuis? Est-ce qu'il y a des questions qui sont... Je peux poursuivre. Il y a eu une question sur le chat, mais quelqu'un y a répondu à propos du trouble hyperdopaminergique. D'accord. Donc, pour le moment, pas de questions sur ce que tu présentes. Tout est très clair. Ok, alors, maintenant qu'on en sait tous de quoi on parle, on va pouvoir aborder la notion des conséquences dans le parcours de vie, un parcours de vie qui peut être amené à devenir sinueux et complexe. Alors, les retentissements des handicaps multiples vont être multiples. Ça va être à la fois sur la vie émotionnelle, sur la vie relationnelle et sur la vie professionnelle. Donc je suis un peu perturbée parce que mon diaporama, la mise en page ne correspond absolument pas à celle qui était prévue à la base, mais voilà, ça, je pense que vous arrivez à décrypter ce qui est écrit. Donc on va commencer par les retentissements en fait sur la vie émotionnelle. Par vie émotionnelle, on va
parler de l'impact sur l'humeur, l'image de soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. En effet, quand on est dans une situation de handicap invisible, être incompris ou ne pas être pris au sérieux, devoir régulièrement clarifier, apporter des explications, voire des justifications, se sentir régulièrement jugé, ça finit par être épuisant, culpabilisant et surtout déstabilisant. On se doute bien que cela va avoir des multiples répercussions, à la fois au plan affectif, émotionnel et donc au plan du moral. Donc on peut voir survenir des affects dépressifs. Je ne vais pas reprendre là tout ce qui définit la dépression, mais voilà, essentiellement autour d'un sentiment de tristesse, d'une perte de motivation, d'irritabilité, de sentiment de dévalorisation, de pessimisme, d'idées noires. Également, on peut voir survenir de l'anxiété qui peut se manifester à la fois au plan physique ou psychologique et qui va se traduire également par un pessimisme et des anticipations négatives, ainsi que des ruminations. Un point clé est également le retentissement sur l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est l'attitude qu'a un individu envers lui-même, c'est-à-dire qui je suis, quelle est ma valeur, comment je me traite face à l'adversité, comment je me situe face aux autres. C'est la tonalité affective de l'identité personnelle. Vous vous doutez bien que dans un cadre de handicap invisible, cette estime va être affectée. Pourquoi ? Parce que face à l'incompréhension, et face aux difficultés qu'on a parfois du mal à clarifier ou à expliquer, va se développer une perception négative de soi, une perte de confiance en soi, une manière aussi de se positionner par rapport aux autres en se mettant en situation d'infériorité, un sentiment d'être finalement moins complet ou différent, un sentiment d'être moins apprécié par les autres, moins performant. Et cela va finir par atteindre narcissiquement le sujet, qui va avoir tendance à minimiser ses potentialités et se trouver dans des difficultés d'adaptation et d'intégration. Je vais vous illustrer ça par une petite vignette clinique. Madame X, qui est 46 ans, mariée, 2 enfants et qui a une sclérose en plaques depuis quelques années. En fait, elle va se plaindre de douleurs diffuses et de fatigue, à la fois à la maison et au travail. Elle dit « Je suis épuisée au travail et je me sens incomprise à la maison ». Alors, face à ça, vont lui être proposées au plan professionnel une reconnaissance de qualité travailleur handicapé et puis pourquoi pas une baisse de son temps de travail. Et puis, pour la maison, un recours à une aide humaine. Alors étonnamment, ces propositions, qui semblaient être complètement en phase avec les plaintes de Madame X, vont se heurter à son refus. Elle me dit « Je ne veux pas d'une personne étrangère à la maison et mon équipe a besoin de moi ». Alors évidemment, ce refus n'a pas être très bien vécu par l'équipe qui s'est donné le mal de chercher à comprendre ce dont elle souffrait, de chercher à être en accord dans ses réponses avec ses besoins. Et finalement, donc, on va tenter d'essayer de voir ce qu'il y a derrière ça. Et en entretien, on va constater qu'elle a un important déficit d'estime d'elle-même avec une ligne de conduite ancienne qui est de montrer sa valeur. Il est vital pour Madame X de réussir professionnellement, de montrer qu'elle est une bonne mère et de montrer qu'elle sait bien tenir sa maison. Et donc, il y a une opposition de fond entre les propositions d'aide qui lui ont été faites et son souci de montrer aux autres sa valeur et le fait qu'elle peut réussir envers et contre tout. Ce qui veut dire que si elle était aidée, ça signifierait qu'elle n'est pas capable, qu'elle vaut moins que les autres qui, eux, n'ont pas besoin d'aide. À travers finalement ce temps de décryptage,
On voit que Madame X va avoir besoin de temps pour cheminer, pour s'approprier finalement sa situation, prendre le temps pour trouver elle-même ses propres solutions avant de pouvoir accepter quelque chose qui sinon met en jeu son identité. Et dans un premier temps, finalement, elle a plus besoin d'être entendue dans sa souffrance et accueillie dans ce qu'elle vit avant d'être dans une situation d'action. Voilà. Ceci pour en fait illustrer à la fois l'impact du handicap invisible sur l'estime de soi et aussi décrypter la façon dont peut être amené à refuser des aides et à se mettre à ce moment-là en opposition avec des équipes pourtant bien intentionnées. On va aborder maintenant le retentissement sur la vie relationnelle. Le handicap invisible, il va aussi avoir un impact sur le couple, notamment des problèmes de communication avec des évitements de certains sujets, des interdits implicites. Par exemple, les répercussions des handicaps invisibles sur la sexualité. Ça va être des thèmes qui vont être parfois difficiles d'aborder au sein des couples. De l'incompréhension, avec une mésinterprétation des symptômes. En particulier, moi, je pense à la fatigue, qui est très souvent interprétée comme de la mauvaise volonté, un manque de motivation. Au niveau des impacts sur le couple, il y a également la question de la redistribution de certains rôles, avec parfois un surcroît de tâches pour le conjoint quand la personne qui souffre de troubles invisibles, de handicap invisible, peut ne pas parvenir à remplir les tâches qu'elle faisait auparavant. Par exemple, lorsqu'on a des troubles cognitifs, l'incapacité de remplir les feuilles d'impôt, lorsqu'on est en difficulté pour porter des charges lourdes, l'impossibilité de faire les courses. Tous ces éléments qui amènent à devoir renégocier finalement la place de chacun à l'intérieur du couple. Et ça peut susciter un sentiment d'insécurité et une fragilisation émotionnelle avec des angoisses de séparation, voire des angoisses de mort, à partir du moment où la notion de maladie et de handicap sont régulièrement présents. On se rend compte que le lien entre la détresse de la personne qui est en situation de handicap invisible et celle de son conjoint vont réaliser une double fragilité, ce qui va amener en fait à affecter la cohésion du couple et à majorer le risque de conflit. Ce qu'on voit dans nos cliniques avec des situations de séparation qui sont plus fréquentes que pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Je voulais mettre également l'accent sur le retentissement. Pour terminer sur le couple, voilà. Se dire quand même qu'avec l'apparition d'un handicap invisible, la survenue de changements, c'est absolument normal. En fait, c'est une crise comme les autres crises auxquelles le couple est confronté et qu'elle doit être parlée, qu'elle doit être négociée et non pas évitée. Et on va revenir après sur la notion de parler et de communiquer sur le handicap. Et pour parvenir à un nouvel équilibre, il va falloir s'adapter à ces changements. Et là, on voit que ce qu'était le couple, en fait, avant la survenue du handicap, va avoir un impact sur sa façon de se fonctionner après l'arrivée du handicap invisible. Notamment les couples qui fonctionnaient d'une manière souple vont s'adapter plus facilement que ceux qui fonctionnaient selon une structure rigide et fermée. Et donc, il convient d'être attentif à accorder à chacun le droit à sa différence. Chacun, ça veut dire que le conjoint comme la personne en situation de handicap sont impactés par la situation de handicap, que chacun a besoin d'être reconnu dans le rôle qu'il va être amené à jouer, et chacun va également devoir être reconnu dans sa souffrance et les ajustements qu'il est amené à devoir mettre en place.
Ce travail de reconnaissance est un travail essentiel. Enfin, au niveau des principaux retentissements, il y en a d'autres, mais là, dans le cadre de ce topo, donc c'est ce sur quoi on a décidé de mettre l'accent, le retentissement sur la vie professionnelle. Comme toute situation de handicap, le handicap invisible va amener des difficultés au niveau du maintien dans l'emploi, avec des risques de rupture, d'arrêt de travail, des risques de déclassement professionnel avec une diminution des responsabilités. En particulier, ça va être très présent dans le cadre des handicaps cognitifs, des problèmes d'adaptation du poste et des problèmes d'adaptation du temps de travail. C'est-à-dire que toutes ces difficultés sont présentes dans le cadre général des situations de handicap et en particulier dans celle du handicap invisible. Comme pour toute situation de handicap, il va y avoir également des problèmes subjectifs auxquels vont être confrontées les personnes, des difficultés à supporter le regard des autres, des sentiments de mise en infériorité, des sentiments d'incompétence, et puis en réaction des exigences envers soi-même qui peuvent être parfois incompatibles avec les limitations. Par exemple, le fait de vouloir à tout prix terminer une tâche qui rentre en contradiction avec la nécessité d'avoir à faire des pauses. Et donc, cela peut amener des modifications insupportables de l'identité professionnelle. Par exemple, ne pas pouvoir, ce qui se comprend, supporter des pertes de responsabilité, de devoir être amené à des changements de métier qui peuvent être vraiment insupportables à vivre au regard de son projet de vie. Dans le cas particulier des handicaps invisibles, on note plus de difficultés en fait pour trouver un emploi, des taux de chômage 2 fois plus importants et une durée de chômage plus longue. En particulier, je voudrais mettre l'accent sur 2 types de troubles, donc les troubles cognitifs et la fatigue. Les troubles cognitifs sont le premier facteur d'incapacité au travail. C'est-à-dire qu'ils vont, un handicap physique égal, on se rend compte que 79% des patients atteints de déficit cognitif n'exercent plus d'activité professionnelle contre seulement 27% de ceux qui n'en ont pas. On voit bien que c'est vraiment le trouble cognitif qui va contribuer en majorité à la perte d'emploi. Et puis, plus précisément dans le cadre de la sclérose en plaques, les études montrent que la fatigue est la première cause de désinsertion professionnelle, d'une part, mais aussi de modification dans l'emploi. Par modification dans l'emploi, on entend une modification du temps de travail ou une modification du statut professionnel. Donc vraiment, ce sont ces 2 items, les troubles cognitifs et la fatigue, qui ont le plus d'impact au niveau de la vie professionnelle. Et là, je vais vous parler maintenant d'une petite vignette, donc le cas de Madame S, qui est toujours une patiente atteinte de sclérose en plaques. Elle a 52 ans. Elle a une sclérose en plaques ancienne qui a été d'abord qualifiée de bénigne. Par bénigne, on entend tout simplement avec une majorité de troubles invisibles. Autant vous dire que pour autant, pour cette dame, sa sclérose en plaques n'avait rien de bénin. Donc, elle est contrôleur de gestion, très investie. Et puis, pendant 22 ans, elle n'a eu aucun arrêt de travail. Elle a su faire face, masquer l'ensemble de ses symptômes pour sa vie, dans le cadre de sa vie professionnelle. Et puis, brutalement, sa maladie s'aggrave, toujours sur un mode invisible, mais avec des symptômes qui deviennent beaucoup plus ingérables. Notamment des troubles sensitifs, des troubles cognitifs importants, notamment au niveau de la concentration, de la vitesse de traitement de l'information, au niveau de ses fonctions exécutives, des douleurs également, qui ont un impact sur son sommeil. Mais c'est surtout les troubles cognitifs qui font qu'elle se retrouve dans l'incapacité de pouvoir assumer ses tâches. Donc, un premier arrêt de 3 semaines, elle reprend éphémèrement. Réarrêtée pour 6 mois, elle passe en mi-temps thérapeutique, mais en fait, elle ne récupère pas en termes de fatigue.
Et donc, pendant 3 mois, elle résiste, comme elle dit, c'est-à-dire elle prend les transports en commun, mais au prix d'une fatigue énorme. Quand elle arrive, en fait, elle ne parvient pas du tout à se remobiliser sur son lieu de travail. Et finalement, elle est complètement arrêtée et elle passe en invalidité. Ce passage en invalidité signe pour elle un échec énorme et plus précisément, ça va amener à une détérioration de son état général de santé, c'est-à-dire que elle va avoir une perte d'estime elle-même, un sentiment de dévalorisation qui va l'amener à sombrer en dépression, ces troubles du sommeil majorés par la dépression et les douleurs, le fait d'être moins stimulé, un déclin accru de ses performances cognitives, et puis une perte des capacités relationnelles induite par le fait qu'elle ne parvient plus à sortir de chez elle, donc un retrait social et un repli sur elle qui a été vraiment extrêmement difficile à vivre. Donc, tout ça, finalement, induit exclusivement par des symptômes invisibles. Pour conclure sur ce thème des conséquences du handicap invisible sur le parcours de vie, on se rend compte que finalement, le handicap invisible a des répercussions sur l'ensemble des items de la qualité de vie. Une altération significative du bien-être physique, moral, relationnel, et qui va être à l'origine d'une souffrance, alors elle, vraiment réelle, et avec, pour faire face, la nécessité de mettre en place des stratégies variées, et c'est sur quoi on va parler tout à l'heure. On avait une petite question, puisque là, tu as parlé des conséquences sur la vie professionnelle, mais si le handicap éventuellement intervient pendant la vie professionnelle. Et là, on avait une question sur l'embauche. Une question de Hubert Delarocque qui nous demande s'il y a une obligation à signaler le handicap au moment de l'entretien d'embauche. Alors, il n'y a pas d'obligation à signaler le handicap au moment de l'embauche. C'est justement un point qu'on va aborder juste après. On va préciser justement sur sortir ou pas de l'invisibilité, qui est le thème de la diapo d'après. Mais on va déjà spoiler un petit peu sur le fait que, bien sûr, il y a vraiment un conflit de loyauté qui se met en place à ce moment-là, c'est-à-dire entre être authentique et instaurer une relation de confiance et chercher à ne pas se mettre en difficulté en générant un risque d'inégalité aux chances d'accéder à l'emploi. Donc effectivement, c'est un thème qu'on va aborder juste là, sur dire ou ne pas dire, et l'ambivalence. Voilà. Alors, effectivement, parmi les stratégies pour faire face à cette question du handicap invisible, va se poser la question de sortir ou pas de l'invisibilité et comment en sortir. Donc, le premier point, c'est est-ce qu'on parle ou pas de son handicap? Est-ce qu'on l'annonce? Est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on ne dit pas ce qu'on vit et ce dont on souffre? Alors, se taire, ça répond à plusieurs besoins, désirs ou craintes. D'abord, le désir d'occulter, c'est-à-dire de ne pas penser à la maladie, ne pas centrer. Alors, je parle de maladie, mais ça peut être pas nécessairement une maladie, de ne pas penser aux symptômes, se sentir comme tout le monde, puisque finalement ça ne se voit pas, et ben je ne veux pas non plus lui faire une place dans ma vie. Le besoin de s'approprier aussi d'abord la situation avant de pouvoir en parler, et ça c'est un besoin qui est présent notamment au début de la survenue du handicap invisible ou lorsqu'on passe à un cap différent. La crainte aussi du changement de regard sur soi, la crainte que le handicap soit finalement, que dans l'ensemble des facettes qui constituent l'individu, la notion de handicap, de maladie, de symptomatologie prennent le pas sur l'ensemble des autres facettes qui nous constituent. Et puis aussi la crainte d'abandon ou d'échec qui a, par exemple, le fait de mener
ce risque-là. Mais en fait, le problème, c'est que si on se tait, un engrenage pernicieux peut s'instaurer autour du silence. C'est-à-dire que même si le handicap est invisible, c'est ce qu'on disait en première partie, il est invisible en premier abord. Mais si on observe bien, si on est attentif, on va se rendre compte. Moi, je vois que pour mes patients parkinsoniens, même si le tremblement, par exemple, de la main est insignifiant, on va le voir, malgré tout, un regard averti peut le voir, ou le fait que le balancé de la main soit pas exactement présent au moment de la marche. Donc, garder le secret implique de devoir tout contrôler en réalité. Ça demande beaucoup de vigilance et cette vigilance va avoir un coût psychique. Et puis aussi, l'entourage va être tenté de mésinterpréter les leads laissés par l'absence de communication. Donc, il va y avoir des risques lorsqu'on ne communique pas. Des risques d'incompréhension, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qui vont amener des jugements et qui risquent de produire des conflits. Je vous ai mis des petits exemples de constats ou de ressentis de patients avec leur interprétation. Alors, je suis désolée, la mise en page a complètement bougé, donc normalement, ça n'avait rien à voir sur le topo de base. Mais voilà. Alors, vous voyez, par exemple, lorsque je ressens, par exemple, des troubles des fonctions exécutives, par exemple, je trouve que là, je n'arrive pas à m'organiser. L'interprétation de mes collègues de travail, ça pourrait être « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est brouillonne !» Ou alors, si j'oublie ce qu'on m'a demandé, ça va être que je ne suis pas très motivée. En particulier, si j'oublie de manière fluctuante. Ça, c'est souvent un problème dans les couples, avec des reproches du style, je ne sais pas, tu n'as pas oublié le match de foot, mais par contre, tu as oublié de me rapporter, je ne sais pas, un paquet de farine. Ce genre de reproches, en fait, et qui est suscité par des interprétations. Un autre exemple, je fais des erreurs. Pareil, ça peut être amené à un jugement du type « elle n'est pas impliquée ». Ou aussi un regret, par exemple, finalement, on ne me demande pas comment je vais. Et puis, ça peut être interprété par « de toute façon, elle a l'air de bien aller », quoi. Donc voilà, tant qu'on n'en a pas abordé la situation, tant qu'on n'a pas abordé le problème ou qu'on n'a pas exprimé finalement ce qu'on vit à l'intérieur de soi, le vide laissé va laisser la place à des jugements. Et ces jugements vont appesantir la relation. Alors, on avait des petits films qui sont très bien faits, des petits films institutionnels sur justement, pour illustrer cette notion d'incompréhension. Alors, on va essayer de vous les faire passer, mais... On va vous en faire passer un. Alice semble avoir régulièrement des pannes de réveil. Vous les voyez? Non, on n'a pas le... C'est pareil, on a un écran noir qui vient. Vous avez un écran noir? Ah, donc on risque de ne pas pouvoir... Et là, vous l'avez pas? Non. Alors, peut-être si on fait un partage d'écran. Bon, bah alors tant pis, on risque de ne pas pouvoir avoir... Laisse faire le spécialiste, ne t'inquiète pas. Elle est là. Tout à l'heure, tu avais fermé le PowerPoint, c'est ça? Non, exactement. C'est bon. C'est bon, ça va. Bonjour, ça va? Ça va. Vous seriez sans doute moins tatillon Non. si elle vous avait confié qu'elle doit régulièrement suivre un traitement pour soigner son hémophilie. Ou si son handicap n'était pas invisible. Ça, c'est une petite vignette. On peut en présenter une autre. Une vignette courte. Là. Antoine vous snobe souvent dans les couloirs. Vous seriez sans doute moins vexé
s'il vous avait confié qu'il est atteint de rétinite pigmentaire. Oh, Salut. Si je vous dis Ça va handicap, Bonne journée. vous pensez Bonne journée. certainement à un fauteuil roulant, Ou si son à la handicap canne d'un n'était pas non-voyant. invisible. En fait, vous pensez automatiquement au handicap visible. Et pourtant, celui-ci ne se voit pas toujours. On parle alors de handicap invisible. Le handicap invisible est pourtant le plus répandu. Il peut être temporaire ou c'est bon. Voilà, on a réussi à éteindre. Bon, voilà, pour vous montrer des illustrations, des petites illustrations cliniques avec. Il y a plein de petits films qui est sur ce thème-là. Je vous montre les autres ou pas? Oui, si vous voulez. Pourquoi pas c'est un peu écran? Mais non, en fait, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'en fait, on a pas le... Je peux pas le lancer comme ça. Non, si, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que ça marche? Là, oui, on a le retour. Là. On a le PPT, là. C'est remarquable, le résultat est superbe. Hein. Toute Non? C'est remarquable, le résultat est superbe. Hein. Toute l'équipe ici. C'est bon. On va remettre au début. C'est remarquable, le résultat est superbe. Hein. Toute l'équipe ici s'est réunie ce matin. Tout le monde est d'accord? Jean-Pierre attire un peu trop l'attention lorsqu'il Un téléphone. petit peu, j'étais dans la partie auparavant, c'est magnifique. Hein. Et puis le cahier des charges a été respecté. Et nous, ce qu'on cherche... Vous seriez sans doute plus compréhensif On a réuni toute l'équipe dès le s'il matin. vous avait confié que sa presbyacousie précoce lui a fait perdre la moitié de son audition. Vous avez eu une réactivité étonnante. C'est manifestement... Ou si son handicap n'était pas invisible. Voilà. Une petite dernière éventuellement. On va se mettre en diaporama. Ça va? Oui, c'est. Ça va? Je te le range. Oui, c'est. Voilà. Je te le range. Violette ne range pas toujours ses affaires dans son bureau. Violette ne range pas toujours ses affaires dans son bureau. Vous seriez sans doute moins agacé. Vous seriez sans doute moins agacé. Si elle vous avait confié qu'elle souffre d'hernie discale depuis 10 ans. Si elle vous avait confié qu'elle souffre d'hernie discale depuis 10 ans. Ou si son handicap n'était pas invisible. Ou si son Merci, hein. handicap n'était pas invisible. Merci, hein. Voilà, c'est ça en gros le thème. Voilà, des petites vignettes qu'on trouve facilement donc sur Internet sur ce thème et qui sont quand même très parlantes sur cette question de l'impact de la visibilité sur la communication. Voilà. Alors, du coup, on voit bien que ne pas dire amène des risques de mésinterprétation et peut amener des jugements, de l'irritabilité, du conflit. Mais alors, dire, dans quel objectif est-ce qu'on pourrait être amené à sortir de l'invisibilité et chercher à exprimer les choses? Alors, le principal objectif, c'est un objectif de reconnaissance. On va parler pour être reconnu, être compris dans la réalité de ses limitations, et puis pour ne pas être jugé, c'est-à-dire en fait de donner à l'autre des repères qui vont lui permettre de comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Pour mettre des mots aussi sur des ressentis et des angoisses, c'est-à-dire donner du sens à des événements qui étaient jusqu'alors dépourvus de signification pour la personne qui n'est pas confrontée dans son corps à des vécus, au vécu de la personne en situation de handicap invisible. Ça peut aussi servir à diminuer la pression, comme on disait tout à l'heure, pour masquer le handicap invisible, le masquer sur la durée, ça veut dire contrôler. Et donc, pour moins contrôler, eh bien, à ce moment-là, le fait de moins contrôler peut amener à diminuer l'effort et la pression.
On peut également décider de parler pour être consolé, c'est-à-dire se sentir moins seul, pouvoir susciter la compassion, amener à être accompagné. Et donc, pour préserver le lien d'attachement. Finalement, ne pas parler risque de beaucoup plus d'amener au repli sur soi et à l'isolement, et parler va permettre de renouer le dialogue, donc de pouvoir se sentir soutenu et de rompre l'isolement. Sauf qu'on ne va pas dire n'importe comment, et qu'il faut vraiment se poser toute une série de questions avant d'être amené à dévoiler à un interlocuteur la notion du handicap invisible. Donc, déjà se pose la question de à qui dévoiler, et tout à l'heure la question a été posée donc, dans le cadre du travail, mais ça peut être également entre amis, à ses parents, à l'école, dans les médias, etc. Et de savoir voilà, à qui va être destiné ce dévoilement, de qui on peut attendre un soutien, de qui va pouvoir être compréhensif. Un autre point important, c'est la question du pourquoi, de l'intention, c'est-à-dire quel bénéfice est-ce qu'on va attendre de cette mise au jour. Est-ce qu'on attend de l'écoute, de la compréhension, une adaptation, un changement de comportement, et aussi dans quelle intention. Tout à l'heure, c'est ce qu'on évoquait dans le cadre du travail, dans un souci d'honnêteté, mais aussi pour répondre à un besoin de sécurité, un besoin d'information, un besoin de sensibiliser. Et puis, il y a aussi la question de la temporalité, c'est-à-dire quand. Il faut être prêt, en fait, lorsqu'on dévoile, à faire face aux réactions des autres, aux idées reçues, aux fausses représentations. Et aussi, c'est vraiment important de choisir un moment où l'autre est disponible pour que la parole soit réellement entendue. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire aussi? C'est la question du quoi. On n'est pas obligé de tout dévoiler ou de tout dévoiler d'un coup. Donc, c'est important de prévoir les informations qu'on souhaite transmettre. Ça veut dire avoir en tête des explications simples déjà pour soi-même, de pouvoir aller à l'essentiel, ou de pouvoir utiliser des images, des métaphores, de quels symptômes on souhaite parler, desquels on ne souhaite pas parler, à qui, etc. Et puis la notion du comment, c'est-à-dire quel style est-ce qu'on va employer, mettre de l'humour, comment finalement tous les points en fait qui vont devoir être pensés pour que la communication puisse être fluide et remplir son objectif. Et donc, on va se poser le cas particulier de la communication au travail, qui est un point qui revient régulièrement dans le cadre du handicap invisible et dont on a vu que ça avait une incidence importante. Alors, parler de sa maladie ou de son handicap ou de ses symptômes à son employeur ou à ses collègues de travail dépend de la situation et du choix de chacun. Donc, ce n'est pas une obligation. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion d'ambivalence. En parler, ça peut être perçu comme une preuve d'honnêteté, mais ça peut être aussi une stratégie un peu risquée parce que on peut être amené à craindre de souffrir de préjugés négatifs, d'être dévalorisé, d'être discriminé, notamment en termes d'avancement, ce qui est une réalité. Par exemple, dans le cadre des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, on se rend compte que finalement, il peut être plus sécure d'avoir atteint un niveau hiérarchique qui est celui qu'on espérait avant de dévoiler plutôt que de le faire avant. Et de se stabiliser à une étape finalement est plus sécure que d'y l'atteindre une fois la notion de handicap dévoilée. Dans les avantages qu'on espère lorsqu'on parle de son handicap invisible, c'est de contrer les mésinterprétations, c'est ce qu'on a vu, toutes les difficultés de communication, surtout notamment dans le cadre des arrêts de travail. Lorsqu'on est amené à avoir de manière répétée des arrêts de travail, cela peut vraiment facilement être interprété comme un manque de motivation. Et donc, c'est important de pouvoir expliquer et encore une fois de justifier
la raison de ces arrêts. Ça peut être également aussi pour améliorer la compréhension, susciter la compassion, comme dans les petits films qu'on a vus. En tout cas, il faut savoir que parler du handicap invisible est le préalable nécessaire à la... Enfin, je parle du handicap invisible, mais ça vaut aussi pour tout, dans le spectre plus large du handicap, ça va être le préalable nécessaire à toute demande d'aménagement de poste, de changement de statut ou de rythme de travail. Sinon, ça va être perçu comme un bénéfice indu et ça peut être amené à susciter la jalousie. Et aussi, une idée reçue qu'il est important de contrer, c'est que finalement, lorsqu'on parle de sa maladie ou de son handicap ou de ses symptômes, c'est finalement, les études montrent que c'est un facteur de maintien dans l'emploi parce que ça permet de ne pas être nécessairement dans la réaction, mais d'être dans l'anticipation par rapport aux difficultés qui peuvent être amenées à se faire jour. Et ça permet aussi de pouvoir agir avant d'être épuisé par toutes les compensations que le salarié va chercher à mettre en place de par lui-même. Donc voilà, donc parler est un facteur de maintien dans l'emploi, mais ça ne répond pas exactement à la question de parler dès l'embauche. Parler, je n'ai pas de chiffres sur est-ce que le fait de parler va être discriminant ou pas à l'embauche. Mais en tout cas, une fois qu'on est embauché, c'est plutôt intéressant d'en parler que de le dissimuler. Voilà. Alors, pour revenir sur les petites vignettes d'exemples de communication qu'on avait commencé à montrer tout à l'heure, donc par exemple sur les difficultés d'organisation qui peuvent être interprétées comme être brouillon, notamment dans le cadre du travail, un exemple de communication pourrait être je ne peux pas faire plusieurs tâches en même temps, sinon je perds le fil, mais ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper tout à l'heure. Comme ça permet de prendre acte de ce qui est demandé et de rassurer l'interlocuteur sur la réalisation de la tâche, même de manière différée. Ou alors, j'oublie ce qu'on me demande, qui peut être interprété comme il n'est pas motivé. Ça peut être, en parler, peut être sous la forme, peux-tu me transmettre tes demandes par écrit, s'il te plaît? Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier et puis aussi, je pourrais y penser à tête reposée. Et comme ça, on garde une trace et ça permet de compenser cette difficulté. Ou sur la plainte autour de on ne me demande pas comment je vais, qui peut être associée à une interprétation, elle a l'air de bien aller. Ça peut être de volontairement choisir d'aborder la question en disant « Ah bah tiens, aujourd'hui je me sens fatiguée, mais tu sais, le maquillage ça arrange bien les choses, allez, ça ira peut-être un peu mieux demain ». Ce qui ouvre la voie à la communication. Bref, lorsqu'on parvient à parler, cela peut avoir des conséquences positives, en particulier d'évincer des idées reçues, de contrer ces idées, d'instaurer un climat relationnel plus serein et donc d'avoir de l'apaisement dans les interactions. Mais encore une fois, cette communication ne peut se faire que lorsque l'on se sent prêt à la faire et dans un cadre de disponibilité de l'ensemble des interlocuteurs. Donc voilà, donc pour conclure sur ce thème de sortir au monde de l'invisibilité, c'est que le point clé, c'est quand même la méconnaissance et la mésinterprétation. Donc face à ça, parler de sa situation est essentiel pour permettre une meilleure compréhension de son handicap et qu'il soit mieux pris en compte. Bon, malgré tout, la personne qui souffre de cette situation est l'acteur principal de son information, même si, et c'est vrai que ça peut être aussi complémentaire et intéressant, il peut se faire soutenir ou accompagner par les institutions, les associations qui développent pas mal d'outils d'aide à la communication, comme on l'a vu sur les petits films, qui sont des petits films institutionnels. Il y a aussi beaucoup de conseils, de brochures qui sont éditées dans cet objectif. Il y a même des cabinets de conseil spécialisés dans la communication sur le handicap, en particulier sur le handicap invisible.
Voilà, on va aborder le tout dernier point. Est-ce qu'il y a des questions sinon sur ce... Éventuellement, il y avait on sent qu'on a plusieurs commentaires, c'est pas forcément des questions, sur le ressenti de personnes qui sont confrontées à cette situation. Donc, Marie? Alors, on a notamment l'association Exit en France qui nous dit, concernant le sujet du handicap invisible et du travail, que recourir à la RQTH, donc la reconnaissance qualité travailleur handicapé, qui permet d'être un peu protégé d'un licenciement si on souhaite le dire. On a également Juliette Diezard qui voulait nous partager sa réflexion et qui nous dit qu'effectivement c'est compliqué dans le Friedreich et dans les autres taxis quand c'est peu visible, car au début on les traite souvent d'alcooliques ou de drogués, mais la plupart des jeunes ne veulent pas parler de leur maladie débutante et être considérés comme malades. Donc dire ou ne pas dire. Donc on prend le risque d'être rejeté, être différent, donc pour le permis de conduire dans différents types de contextes. Et c'est vrai, ça, par rapport à la démarche ébrieuse, qui est très souvent interprétée comme de l'alcoolisme, c'est vraiment sujet à beaucoup de mésinterprétations et c'est vraiment un point important. C'est un des sujets qui rejoint un des sujets de ce matin, qui étaient les fameuses cartes de soins et d'urgence qui ont été demandées par beaucoup des associations de patients, en fait. Pas pour forcément le soin ou les urgences, mais en effet, parce que ces patients qui souffrent d'une maladie de Huntington ou d'une ataxie de Friedreich, par exemple, ces exemples qui vous avez été cités, étaient régulièrement arrêtés dans la rue et qu'ils souhaitaient avoir ce type de carte pour montrer à la police que non, ils n'étaient pas en état d'ébriété, mais qu'ils avaient justement un handicap. Donc, voilà. Ouais, et ce qui rejoint en fait le problème qui est que il faut, ce type de carte permet donc de clarifier une situation, mais ça amène aussi et toujours la question de non seulement on doit clarifier, mais en plus on doit justifier. Voilà. C'est-à-dire je clarifie en disant je suis atteint d'une maladie, mais finalement ça ne suffit pas, il faut aussi justifier en produisant une carte. Moi, j'ai montré une fois un exemple de carte à un policier. C'était avec l'ataxie de Friedreich. Sa première réflexion, il me dit « je ne sais pas ce que c'est ». Donc, c'est pas simple non plus, cette situation. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment compliqué de surfer entre être rejeté et être incompris. C'est vraiment les deux polarités de ce dilemme. Tu avais d'autres commentaires, Marie? Non, vous pouvez poursuivre, c'est bon pour moi. Ok, et donc on arrive au bout de la présentation. Donc finalement, on a déjà commencé à poser quelques pistes sur que faire, comment agir à travers la notion de parler ou ne pas parler, et sur, comme on le voyait par Bénédicte, par rapport à la question du policier à qui on parle d'une forme d'ataxie et qui finalement n'en a jamais entendu parler. Donc, se pose la question, donc déjà, un premier point, ça va être informer et sensibiliser. C'est transition. Voilà. C'est-à-dire que les difficultés sont certes invisibles, mais donc il va falloir les entendre et ça veut donc dire en parler. Et donc, ça veut dire former et informer l'ensemble de la société, mais aussi en partant des familles, des professionnels. Et là, il y a de nombreux sites qui existent et qui offrent des supports. Les sites des filières, les sites des associations de patients, des sites plus généraux comme Orphanet, qui répertorie les maladies rares. Mais en gros, sur l'ensemble de ces sites, l'idée, c'est de proposer des ressources, de donner des coordonnées de centres de compétences, de référence, des associations et qui vont permettre de se documenter, d'en savoir plus, à la fois sur des pathologies de manière spécialisée ou plus généralement sur le handicap en général. Voilà. Et donc, il existe des multiples supports, des brochures, des affiches, des films institutionnels. Alors, celui-là, je le trouve super. On essaye de le présenter. Allez. C'était celui pour la semaine pour l'emploi en 2019. Je ne sais pas si vous allez le voir.
Notre assistant vidéo qui arrive. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. On attend, nous attendons donc Benoît. J'accepte? Ouais. Ok. Alors, attendez, hop. Ici. On remet les bulles. Ouais, on aussi, mais c'est bon. Attends. Ok, ouais, ouais. C'est bon, j'ai l'impression. Ouais. On y va. Ça, c'est ce que les recruteurs pensent de moi. Ça, c'est ce que la société pense de moi. Et ça, c'est ce que mes collègues pensent de moi. Mais promis, je ne suis pas comme ça. Parce que ça, c'est ce que je suis vraiment. Victoria a un handicap invisible et a décroché un CDI. Alors venez faire des rencontres du 18 au 24 novembre durant la semaine européenne pour l'emploi. Bon, voilà, l'idée c'est que l'ensemble de ces supports ont pour vocation, c'est ça là, voilà, ont pour vocation de sensibiliser et de permettre une meilleure compréhension et d'offrir des informations sur ces situations. Donc ça, c'est le premier point, informer et sensibiliser, c'est le point. Deuxièmement, il y a... Il faut qu'on duplique, je pense. Ah, on ne veut plus? Oui, il faut qu'on duplique les écrans. Alors, attendez, on va retenir. Une petite manette. Oui, d'accord. Donc voilà, donc le premier point, donc, c'était informer et sensibiliser. Le deuxième point, ça va concerner en fait la question de l'évaluation, en fait. Parce que ces troubles finalement que l'on ressent à l'intérieur de soi, on en était plus loin. Les autres ne les ressentent pas et donc c'est important de pouvoir les objectiver. Les objectiver, c'est la base pour la reconnaissance. On va reprendre l'exemple des troubles cognitifs et entre la plainte d'un patient, par exemple atteint d'une maladie neurologique, et le ressenti de son professionnel de santé et finalement le trouble en lui-même, ce qui va permettre de faire la part, c'est le bilan neuropsychologique. Et c'est le point de départ pour pouvoir mieux accompagner et proposer des issues thérapeutiques. Si je reprends cet exemple des troubles cognitifs, c'est à partir de leur objectivation et de leur évaluation qu'on va pouvoir mettre en place, par exemple, un programme de stimulation, de remédiation cognitive. On va, pour un enfant, mettre en place une AVS à l'école, adapter son programme ou lui proposer des exercices plus adaptés à sa situation. Donc l'évaluation, c'est aussi le passage de la subjectivité à l'objectivité. Enfin, il y a la notion de compensation et on va reprendre l'exemple au plan professionnel. La compensation, ça vise à assurer l'égalité des chances pour réussir et être performant. Donc, ça veut dire, par exemple, l'aménagement du poste de travail, qui peut être donc un aménagement matériel, par exemple, des fauteuils ergonomiques, des souris verticales, des claviers adaptés, des écrans anti-bruit, des logiciels de correction orthographique, des logiciels de dictée, etc. Tous ces points qui peuvent vraiment favoriser le maintien dans l'emploi et l'efficience. Également d'un aménagement organisationnel au niveau du temps de travail, l'organisation de temps de pause qui permet de gérer la fatigue, des horaires de travail qui peuvent être aménagés, privilégier le travail à distance pour éviter la fatigue liée à la mobilité, au déplacement, ou bien la réorganisation des tâches pour éviter aussi l'épuisement. Une petite illustration clinique pour terminer. Toujours une personne atteinte de sclérose en plaques.
Elle est formatrice et dans son travail, ça consiste essentiellement à organiser des formations et à rencontrer des étudiants pour des entretiens individuels. Donc, elle effectue des tâches administratives variées, elle participe à des réunions d'équipe. Et le problème, c'est qu'elle a des troubles cognitifs fluctuants, mais qui la perturbent énormément pour la réalisation de ses missions. Donc, par exemple, en groupe, elle se rend compte qu'elle ne peut pas écouter une conversation entre deux collègues et se concentrer en même temps sur les éléments qu'elle doit écrire. C'est-à-dire écouter et prendre des notes est très compliqué pour elle. Elle a une difficulté d'attention partagée et ça devient extrêmement handicapant pour suivre des réunions et en faire la restitution. Donc là, elle a travaillé avec une orthophoniste pour reprendre les choses et tenter de prioriser les informations. Alors là, ma diapo n'est pas du tout complète, mais c'est pas grave. Elle décrit aussi une fatigue importante après les entretiens avec les étudiants et une difficulté à se concentrer. Donc là, elle a une fatigabilité cognitive. Et donc là, en fait, pour contrer ce manque d'efficacité et son épuisement, elle a mis en place une réorganisation de son temps, c'est-à-dire plutôt que de faire des demi-journées entières consacrées à une tâche, elle a mis en place un fractionnement, ce qui va lui permettre en fait de pouvoir reconstituer ses compétences en passant d'une tâche à une autre et en mettant en place un temps de pause entre les deux. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, face à ces troubles, ce sont des process qui peuvent être mis en place et qui peuvent permettre un maintien d'efficacité et de compenser finalement certaines des difficultés induites par le handicap invisible, une partie pouvant être effectuée seule, mais une autre partie nécessitant généralement l'appui des collègues ou de la hiérarchie. Voilà, on arrive à la fin de notre topo avec quelques mots en guise de conclusion et pour ouvrir le débat. Ce qui est paradoxal dans l'idée de handicap invisible, comme on l'a vu, le handicap invisible, c'est quand même 80% des situations de handicap, donc c'est une expérience qui est à la fois très communément vécue, que ce soit dans la population générale, mais aussi dans les personnes en situation de handicap visible. Et en même temps, ça reste, on le voit dans tous les témoignages, une expérience profondément intime et qui est toujours extrêmement difficile à partager. Donc c'est ce paradoxe entre le commun et l'intime, sur lequel je pense qu'on pourra peut-être échanger ensemble. Et puis aussi sur le fait que il y a encore des besoins criants. Le besoin de mettre des mots justement sur ce qui ne se voit pas, de passer du visuel à l'oral, sur ce qui ne se comprend pas, et un besoin important de reconnaissance, avec donc la nécessité toujours actuelle, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, mais la nécessité de sensibiliser, d'informer, de changer les représentations et de donner envie d'agir. Et vous voyez, pour exemple, il y a ce logo-là que j'ai mis en haut qui a été le produit d'un groupe de travail pour amener justement à modifier la représentation du handicap qui n'est pas donc juste, qui serait impropre de représenter uniquement par une personne en fauteuil roulant, mais qui inclut à la fois la notion de trouble moteur et de trouble invisible. Et pour cette mission de sensibilisation, d'information et de changement des représentations, c'est vrai que les associations et les filières ont un rôle important à jouer et c'est d'ailleurs toute leur force de le faire. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure. Je voudrais juste rebondir sur ta dernière phrase.
il y avait des journées, je parle à l'imparfait parce que c'était dans l'ancien temps, avant la crise du Covid, où il y avait ce fameux Tour de France interfilière qui était organisé avec 2 à 3 rencontres annuelles interfilières qui étaient organisées comme ça dans les régions en France. Et lors duquel, en fait, il y avait à chaque fois un atelier qui s'appelait Handicap Invisible, qui était notamment animé par Claire-Cécile Michon et Marie-Lise Babonneau, et qui évoquait comme ça toutes les problématiques qui ont été excellemment bien développées cet après-midi par Anne-Laure. Donc c'est vraiment un sujet interfilière, et c'est le travail interfilière qui a produit en fait le petit logo que Anne-Laure vous a présenté. Donc c'est une vraie problématique de terrain que les filières accompagnent depuis, on va dire, 3 ans maintenant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. Une petite question qui vient d'arriver de Hubert Delarocque qui nous demande où peut-on trouver cette mission sur le handicap invisible. Cette mission Alors, est-ce que M. Delarocque peut éventuellement nous donner des précisions sur sa question? Cette mission. Ah, c'est peut-être par rapport à... Attendez, toc. Là, la brochure, c'est peut-être par rapport à la brochure sur le handicap invisible. Sinon, vous pouvez peut-être prendre le micro, Monsieur Delarocque. Monsieur Delarocque, si vous pouvez rallumer votre micro et reformuler votre question en direct, peut-être, qu'on puisse y répondre. Est-ce que le monde va entendre? Mon micro. Pardon, allez-y. Alors, attendez, ça marche? Oui, oui. Ah, bah, très bien. Oui, vous avez parlé d'une mission sur le handicap invisible et avec des résultats. C'était un groupe de travail dont vous parliez? Ah, c'était moi, Hubert? Oui, oui. En fait, c'était, vous savez, en fait, il y a eu depuis 3-4 ans le Tour de France interfilière qui était consacré à des rencontres interprofessionnelles dans diverses villes en France. Il y a eu Strasbourg, Marseille, il y a eu, il y en a eu une petite dizaine. Et en fait, c'était des rencontres maladies rares avec à chaque fois un peu sous le même format. Le matin, des présentations maladies rares avec des tables rondes organisées avec des acteurs locaux, en général des MDPH, des représentants de l'éducation nationale. Il y avait des personnes de l'ARS, les médecins maladies rares locaux. Et puis l'après-midi, il y avait vraiment des ateliers. Il y avait 4 ateliers en parallèle. Et les thématiques des ateliers étaient proposées à l'avance et les gens s'inscrivaient. Et dans le cadre de ces journées régionales interfilières, il y a eu pendant peut-être 80% des journées qui ont été organisées, un atelier autour du handicap invisible qui à chaque fois était un franc succès. Oui, et c'est vrai que Claire-Cécile en parlerait mieux, mais notamment ce logo-là a été développé, je crois, dans un groupe de travail qui a... Nous n'avons plus le son. Il n'y a plus de son. C'est bon? Est-ce que vous nous entendez actuellement? Ah, super, téléphone, je vous avez entendu. Donc il y a eu une petite coupure, voilà. Donc oui, en fait, c'était le logo qui vous a été présenté, le fruit fait d'un travail interfilière suite en fait à ces ateliers handicap invisible dans les régions de France. Voilà. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour accueillir quelques questions, si vous avez des questions à nous poser par rapport à cette thématique? Non?
Alors, ce qu'on vous propose de faire, c'est peut-être 5 minutes de pause et puis ensuite, on aura le temps jusqu'à 4h15 d'aborder la présentation du centre de ressources psychologiques et avoir qui devrait durer à peu près un quart d'heure, quelque chose comme ça, et pour ensuite conclure avec une demi-heure de temps d'échange sur cette thématique du centre ou alors plus généralement sur les thèmes qui ont été abordés dans la journée. Donc je vous invite à une petite pause. Sophie, je vais juste prendre 1 minute la parole à la fin parce que je voulais pas intervenir dans le débat, mais peut-être pour rester sur une touche positive, parce qu'on a besoin actuellement, je pense, de retours positifs et que tout soit pas négatif, de témoigner à côté des grandes difficultés que vous avez exprimées dans l'emploi, d'accès au travail, de recrutement lié au handicap visible ou invisible, mais témoigner aussi de notre étonnement, parfois de notre stupéfaction en consultation, de situations absolument incroyables de soutien d'entreprises, de chefs d'entreprise, de collègues qui se mobilisent autour d'un employé, d'un collègue atteint d'une maladie pour lui permettre de rester dans l'emploi et de rester avec cette structure. On dit souvent, nous, que rester au travail, c'est la meilleure rééducation qui soit pendant très longtemps et un des meilleures manières de lutter contre l'évolution de la maladie. Et encore une fois, je ne veux pas du tout là mettre de côté les difficultés très importantes auxquelles on est parfois confronté, mais témoigner, parce qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, témoigner aussi de situations de solidarité dans le monde professionnel qui sont absolument stupéfiantes, avec des patients qui continuent à travailler avec une maladie qui a évolué d'une manière où on a du mal, même nous, à comprendre que le travail continue, et tout cela grâce à un environnement extrêmement aidant. Donc voilà, je voulais juste témoigner de cette petite note positive qui n'efface bien sûr pas du tout toutes les difficultés que vous avez pu exprimer. Oui, mais vous avez, c'est vrai que c'est important de le préciser, et c'est vrai qu'il y a à la fois donc des soutiens des collègues, mais également de certaines structures dans les grandes entreprises comme les missions handicap. Il y a aussi des entreprises dites adaptées qui accueillent plus de 80% de personnes en situation de handicap et notamment invisibles. Et c'est vrai qu'il y a vraiment aussi justement de la compréhension, de la solidarité, et c'est pour ça qu'en fait les études notamment montrent que dans le milieu professionnel c'est important de pouvoir communiquer pour justement pouvoir mettre en place ces réseaux de soutien et de solidarité. Merci beaucoup alors. On vous propose une pause de 5 minutes et on se reconnecte dans 5 minutes pour aborder la présentation du centre de ressources psychologiques. À tout à l'heure.